Moi, j'ai toujours été personnellement étonné par la vitalité de cet homme qui, à 50 ans, après avoir excellé dans le dessin satirique, après avoir tenté de la photographie, après avoir écrit des vaudevilles, des chansons, découvre le cinématographe, comprend le principe du cinéma d'animation image par image avant tous les autres techniciens de la Gaumont, et se lance dans une carrière formidable qui va durer 10 ans et 200 films à son actif. La vitalité d'un monsieur qui commence une carrière à 50 ans, c'est tout à fait remarquable. Il a construit seul, sans rien connaître du cinéma, son matériel, qui a tout de suite été fonctionnel, en développant ses films lui-même, en les dessinant lui-même, en les animant lui-même, enfin bref. Un homme orchestre du cinéma qui va faire des films au rythme que nécessitait l'époque, c'était des courtes bandes de 2 minutes, et il faut en faire beaucoup, produire beaucoup, et tout seul, il s'attelle à une tâche considérable, mais en découvrant tout naturellement tout ce que l'on peut faire avec ce cinéma à une image près. Il mélange le dessin, les objets animés, et il retourne toujours sous ses pieds, et tout ça est fait avec une qualité de réalisation et une qualité d'humour qui lui est propre. Tout lui-même, y compris les marionnettes, y compris les décors, il y a des photos qu'il montre devant son Castelet avec ses poupées pour le tout petit Faust. Oui, c'était un homme orchestre du cinéma d'animation, mais c'est très souvent que le cinéma d'animation a, pour des besoins économiques parfois, mais aussi de concentration entre les mains du créateur, que le cinéaste fait le maximum de choses lui-même. Il était à l'origine de bien des carrières. On dit aussi que pendant son séjour aux États-Unis, parce qu'en 1912, il était aux États-Unis alors qu'aucun studio n'existait encore là-bas, et que peut-être on lui a un petit peu pillé ses procédés par des moyens pas très honnêtes, mais enfin, de toute façon, l'idée avançait, l'idée était dans l'air, et l'analyse des films permettait de faire du dessin animé après lui. Mais pratiquement aujourd'hui, on utilise les mêmes techniques qu'Émile Cohl. À quelques différences près, il y a eu entre-temps l'invention du cellulo vers les 1915-1916. Aujourd'hui, le dessin animé est parfois assisté par ordinateur, mais dans le principe, pour les techniques fondamentales, on fait du Cohl, encore aujourd'hui. On sait tous qu'Émile Cohl n'a pas été honoré comme il aurait dû l'être après la guerre et de son vivant, jusqu'à son décès en 1938. Certains historiens ont essayé de le soustraire à cet oubli officiel qui a touché d'autres cinéastes d'ailleurs, ou d'autres artistes. Le cinéma d'animation en France comporte 2 grands ancêtres, un qui fut le précurseur de la période après-cinématographique, Émile Reynaud, et un qui fut l'inventeur, le cinéma venu, l'inventeur du genre, du dessin animé, de tous les films d'animation que cela entraîne et que cela implique. Émile Cohl, sur ces 2 colonnes, on peut asseoir une pyramide de talents qui sont venus d'abord lentement dans les années 20 et 30, et puis plus largement après, à partir des années 40. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que ce monsieur, avant de faire du dessin animé, il a un peu fait de tout. Il était dessinateur de presse d'abord. Il écrivait des monologues. Il a même fait, paraît-il, des vaudevilles. C'est un monsieur donc qui est un peu à toucher à tout, et c'est ce qui est formidable chez lui en fait. À 50 ans, il s'est mis à faire du dessin animé. Hein. Et paraît-il que c'était par hasard, dans une certaine mesure, puisque un jour il était venu chez Gaumont pour protester parce qu'il disait que Gaumont lui avait piqué une idée qui s'appelait, je ne sais pas quoi, piqué une idée de film qui s'appelait le plafond trop mince. Et puis comme ça, il est resté chez Gaumont, et puis il est venu l'idée donc de se servir de la caméra en fait pour enregistrer des mouvements, hein, des dessins animés. Alors, ce qu'on peut dire d'Émile Cohl en plus, ce qui maintenant, je trouve, pourquoi je l'admire maintenant, c'est d'avoir fait, d'abord primo, d'avoir fait tout seul, hein, c'est pas évident, et deuxièmement, du fait donc qu'il le faisait tout seul, d'avoir créé en quelque sorte un graphisme tout à fait dépouillé, hein,
dépouillé. Et ça, c'est un petit peu ce que je recherche moi aussi quand j'en fais des dessins animés, hein, qu'il n'y ait pas trop de trucs, trop de détails, trop de machins qui brouillent l'image. Au départ, sans doute que c'était une raison technique. Hein, effectivement, il n'y avait pas de décor, et à cette époque-là, bon, on n'avait pas encore inventé, enfin, on n'avait pas encore pensé à utiliser le cello. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait du décor, il fallait le reporter à chaque fois sur les images. Et ça, à mon avis, c'est l'un des choses les plus, je dirais pas plus difficiles, mais enfin, les plus payantes pour moi dans le dessin animé, c'est de dire le maximum avec très peu de choses. Voilà. Et en ça, donc, il a été... la technique, disons, aidant, on veut dire par là, la technique le contraignant, il a créé un style qui est vraiment, enfin, que j'aime, quoi. Alors, il y a deux choses dans le dessin animé en France en ce moment. Il y a les films qu'on appelle les films d'auteur, hein, et les films, disons, je dirais pas de grosse cavalerie, mais les films de grosses séries dans lesquels, bon, on travaille par équipe, avec des équipes très lourdes, tout le machin, tout le bidule, vous connaissez. Hein. Au niveau de la technique, il a pas évolué, si vous voulez, c'est exactement toujours la même. Si, sauf, il y a quand même un gros phénomène, c'est l'introduction du cellulo, ça c'est sûr. Hein. L'introduction du cellulo qui permettait donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre des décors, de ne pas avoir redessiné des décors. Mais par rapport, la technique est restée la même, il n'y a pas... Ce qui a changé, c'est les grosses séries, c'est-à-dire les grands films machin, où on a dû se mettre à 50, 60 pour faire un film. Bon, effectivement, on peut sortir maintenant, on peut sortir un long métrage en un an, même moins, hein, alors qu'à l'époque de Bill Cole, s'il fallait lui-même qu'il fasse un long métrage, il y aurait mis beaucoup plus d'un an. Je crois que ce qui est formidable dans Cole, c'est pas seulement le fait qu'il était le premier, c'est aussi qu'il était vraiment un animateur absolument extraordinaire, que ces dessins animés conservent un charme formidable encore de nos jours, qu'il avait également beaucoup de talent. C'était pas seulement un inventeur génial, c'était aussi un cinéaste tout à fait inspiré qui a multiplié les techniques les plus diverses, qu'il n'a pas fait que du dessin animé. Il a imaginé également de mêler le dessin animé à la prise de vue directe, à la mise en scène, il a utilisé les papiers découpés, enfin il a pratiqué beaucoup de choses et je crois que la fréquentation de Bill Cole, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'animation, est quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il est le premier génie du dessin animé, en tout cas. Donc il précède en ce sens, il précède Disney, dont on ne doit pas mésestimer l'importance, malgré les critiques qui sont souvent, qu'on lui fait souvent maintenant sur ses derniers films. Et puis Disney était tout à fait à l'opposé de l'esprit de Bill Cole. Disney était un industriel, était un commerçant, ce que le malheureux Cole n'était pas du tout. Lui, comme Reynaud, d'une certaine façon, a été exploité aussi et a une vie qui n'était pas tellement, sans doute, à l'aise, parce que c'était avant tout un artiste. Je crois que le côté très fruste d'Emile Cole va encore joue tout à fait en sa faveur et fait que ces films vieillissent bien. Il y a une espèce de saveur directe, il y a un côté chez Cole qui est très très rugueux. Et moi qui personnellement me plaît beaucoup, très souvent les dessins animés actuels, je les trouve assez ennuyeux, pour ne rien vous cacher. Ils sont peut-être techniquement très très réussis, mais souvent d'une inspiration très faible. Alors que chez Cole, il y a au contraire une espèce de joie de vivre absolument extraordinaire, un côté complètement loufoque aussi. Cole est un proche parent de Georges Méliès. Il y a chez ces deux bons hommes quelque chose, une joie de vivre formidable, quoi. Ça claque vraiment, c'est un cinéma très très... enfin, qui inspire une véritable allégresse, je crois, pour le spectateur. Je considère que Cole est vraiment un des très grands hommes du cinéma naissant. Je les ai connus assez tard, vous savez, c'est curieux parce que même que ce soit les films de Méliès ou les films ou les films en vue réelle, les films comiques, on a connu tout ça assez tard, vous savez, c'était...
Moi, j'ai trouvé ça formidable tout de suite parce qu'il y avait une telle sève là-dedans. Enfin, c'était bien de... Même le côté très très simplifié, très schématisé de ces choses, du style de ces dessins animés, j'ai trouvé ça très intéressant tout de suite. Pour moi, Émile Coll, comme Méliès d'ailleurs, c'est pas seulement parce qu'ils ont été les premiers, c'est pas ça, c'est pas... Dans les priorités, on ne sait jamais... Bon, mais c'est surtout la fraîcheur, si vous voulez, de ce qu'ils ont fait. Enfin, ils sont engagés, ils ont fait vraiment leur boulot, ils l'ont fait comme ça, ils pouvaient... C'est difficile à dire, parce qu'on n'a pas envie de faire la même chose, ça a évolué aussi, tout ça. On n'a pas envie, mais on se dit quand même, c'est pas seulement un truc qu'on regarde comme ça de loin. Ils ont fait ça parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'ils ne savaient pas. C'est pas ça, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas. Ils trouvaient que c'était suffisant, et moi je trouve aussi que c'était suffisant comme indication pour tenir les gens. Dans le fond ce qui est formidable, c'est le côté travail à la main, le côté artisanal qui est formidable. C'est ça qui donne les meilleures choses toujours là-dedans. Dès que c'est fait par une usine, bon, c'est une usine à poésie, c'est la merde, quoi. Hein, c'est pas... Ce que j'aimerais bien, c'est... Bah, j'aimerais bien. C'est quand même que le public voit davantage ces choses-là, et davantage... J'ai l'impression que ça rendrait service aussi à tous les gens qui font de l'animation. Si on montrait ces trucs-là, si on montrait ces choses-là plus souvent. Les gens qui voient de l'animation, maintenant, d'abord, ils se sont dit c'est fait pour les enfants, d'abord. C'est pas, ça a été décrété un jour. Bon, les trucs d'Émile Reynaud, c'est d'Émile Courtet, là, d'Émile Coll, c'était pas fait pour les gosses. Hein, c'était pas fait pour les gosses, c'était déjà ça s'adressait à un public très étendu. Les enfants pouvaient le voir, c'est ça. C'était pas un truc uniquement d'agressivité, c'était la fête du dessin animé, quoi. Non, pour moi, je trouve que depuis que j'ai rencontré, enfin, comme ça, Émile Coll, par les boulots que j'ai vus de lui, j'ai dit, c'était un grand bonhomme, c'était un type formidable, quoi. Eh bien, quand on a décidé de créer une école de médias, on a cherché un patronyme. Je ne voulais pas que ça s'appelle l'école Tartampion du nom de son créateur, ça me paraissait ridicule. Et je souhaitais qu'on se mette sous la sauvegarde, si je puis dire, d'un des pionniers des médias. Et avec un de mes collègues, très souvent on évoquait le nom d'Émile Coll. On se disait que Émile Coll avait en France une place indigente. Et compte tenu de ses nombreux mérites, ça serait intéressant s'il pouvait être associé à une espèce de reconnaissance publique. Alors le fait de donner le nom d'Émile Coll à une école de médias me paraissait tout à fait justifié. Émile Coll a dessiné pendant des années et des années, c'était un dessinateur, comme vous savez, c'était l'élève de Gilles, et c'est un garçon qui a fait, je dirais, sa révolution culturelle avant tout le monde. Au même moment où Duchamp exposait un urinoir, c'est-à-dire quelque chose qui signifiait la mort de l'expression traditionnelle, Émile Coll, dans un petit coin perdu en France ou aux États-Unis, a inventé ce qui est en train d'assurer la pérennité de l'art, en fait, c'est-à-dire le dessin animé, même si aujourd'hui il se fait sous une forme plus informatique que proprement dessiné au crayon. Et à ce sujet, du reste, il faut bien voir que le fait qu'on est bientôt, enfin actuellement, on commence à faire du dessin animé par ordinateur, il est peut-être vraisemblable qu'à terme le support 16 ou 35 ou 70 doive céder la place à un disque dur, c'est très possible. Ça ne changera en rien le principe fondamental de la persistance rétinienne, encore une fois, est donc le fait de devoir se ranger à cette règle d'or des 25 images, des 24 images secondes. Parce que ce qui est important, c'est que lui, Émile Coll, il s'est aperçu que ce problème de persistance rétinienne était la clé, était une contrainte génitrice extraordinaire. C'est-à-dire que c'était à partir de ce principe
qu'on pouvait exprimer quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du sentiment, de l'ordre même des idées. Et à ce titre-là, il est unique, parce qu'en effet, avant lui, personne n'a eu l'idée, si vous voulez, de transformer un mouvement, une loi de la physique, en une loi de l'expression, une loi de la sensation, une loi de l'émotion. Il fait partie de cet ensemble de personnes qui sont des fondateurs, extrêmement modestes, obscurs, parce qu'ils n'ont pas été mis dans la perspective historique dans laquelle ils seront, à mon avis, dans quelques dizaines ou quelques vingtaines d'années, peut-être même avant, si les choses se passent bien. Je m'aperçois que je suis le seul survivant de cette époque qui l'ait connu le plus longtemps, étant donné que j'ai 83 ans, qui m'a connu à ma naissance en 1906 et qu'il est mort en 1938. Je l'ai donc connu 32 ans. Alors donc, je le connais depuis tout ce temps-là, parce que Émile Courtet, appelons-le par son vrai nom, son patronyme, habitait sur le même palier que mes grands-parents en rue Véron. Et Émile Courtet a donc connu, et sa femme ont donc connu ma mère très jeune, toute petite, puisqu'elle est née rue Véron. Et bien plus tard, lorsque je suis venu au monde, je continuais à connaître ma mère, bien entendu, comme en fait foi cette photo qui a été prise vers 1909 à Chelles, où l'on peut me voir tout à fait à gauche, devant ma mère. Je suis le petit garçon à culotte courte avec des boucles blondes. Quand je l'ai vu, il m'a fait une très bonne impression, parce que c'est l'homme qui était un peu, comment dirais-je, il avait l'air un peu bourru, vous savez, au départ, et puis au fond, il était très, très bon, il était très, très aimable. Oui, ça, avec moi, il a toujours été... On s'est toujours très bien entendu. Ils sont revenus d'Amérique parce qu'il allait y avoir la guerre de 14. Mais s'il n'y avait pas eu une question de guerre, il ne serait jamais rentré en France, parce qu'il avait beaucoup plus de succès là-bas. On parlait beaucoup plus de lui, il gagnait très bien sa vie, ils étaient très bien logés, ils avaient la belle vie en somme. Et combien de fois qu'il a dit on ne serait jamais revenu s'il n'y avait pas eu la guerre, mais enfin, il disait c'est mon pays tout de même, je suis français, et ils ont voulu rentrer, sa femme et lui, oui. Alors quand mon fils est né, il était très content, parce que le nom des Courtel allait continuer. C'est la première chose qu'il a dite. Il a dit, oh ben, le nom des Courtel ne sera pas perdu. Alors moi j'ai assez peu connu Émile Coll, enfin mon grand-père en définitive, puisqu'il est mort en 1938, moi j'étais né en 1932, j'avais donc à peine 6 ans. J'ai quelques souvenirs ça, de lui, mais il a laissé tellement d'objets, d'écrits, d'images, etc., que c'est comme si, je vis comme si je l'avais connu de nombreuses années. Il n'y a qu'un seul regret, bien sûr, c'est que je n'ai pas été assez sensible à tout ce qu'il avait fait, à son génie, lorsqu'il est mort. J'étais trop jeune pour pouvoir lui poser toutes les questions que j'aurais aimé lui poser. Alors mon grand-père, quand on regarde ses premiers films de dessin animé, on pourrait penser que qu'il n'était pas un homme précis. En fait, c'est tout le contraire. Il était un homme extrêmement précis. Il a laissé de nombreux documents où il est prouvé qu'il allait au fond des choses. Quand il dessinait, rien n'était laissé au hasard. Chaque petit trait avait une signification. Quand il notait une histoire, chaque phrase avait également une signification. Il a laissé, par exemple, des petits carnets avec la liste de ses films, ce qui nous est extrêmement utile pour reconstituer sa filmographie. Non seulement nous avons la liste des films, mais nous avons la date à laquelle il avait commencé ce film, la date à laquelle
Il avait terminé ce film, la date à laquelle ce film a été projeté pour la première fois, la longueur du film, également souvent combien il avait été payé pour ce film. Et il a laissé également des notes concernant la composition des bains pour le développement des photos ou des films, concernant les longueurs de films alliées à la durée de projection et au nombre de tours de manivelle. Il a fait des plans de Paris extrêmement précis, où chaque maison porte un nom, où chaque détail est mentionné. Il a laissé également des dessins d'uniformes. Il a laissé des arbres généalogiques où chaque nom, prénom de chaque personne est noté avec les dates de naissance, les dates de mariage, les dates de décès. Il s'est amusé, pour en faire cadeau à ma mère, d'ailleurs, à transcrire d'une façon très originale le plan des fortifications de Paris sous Charles V, la première enceinte. Je ne sais pas si c'est la première, j'ai l'impression qu'il y en a eu une sous Philippe Auguste, mais enfin, je n'en jurerai pas. Enfin, l'enceinte de Charles V, il l'a reproduite, mais au lieu de la reproduire dans sa forme d'amande ou de noisette, qui est la forme de Paris, il la reproduit de façon à ce qu'on puisse la lire d'un coup, et voilà ce que ça a donné. Distance, premier arrondissement environ 925, deuxième 450, finalement au moins 7 km 345. Tout cela représenté par ces deux bandes de papier. Alors par exemple, on voit ici le plan de Philippe Auguste, c'est le trait bleu. Alors on voit ici, pas Philippe Auguste, Charles V, on voit ici la cour du Louvre, la rue de Rivoli qui est traversée, puis la rue Berger, la bourse de commerce, le boulevard Étienne Marcel, etc., etc. Ça fait tout le tour de Paris. Ça, il aimait rechercher parce que il allait dans les églises pour chercher les renseignements, puisqu'il n'y avait pas de mairie à l'époque de 1200 et quelques. Et alors ça, il connaissait son histoire. C'est incroyable, tout ce qu'il pouvait avoir dans la tête et retenir les dates. Il avait vraiment un cerveau bien rempli. On peut dire qu'Émile Coll s'est intéressé à énormément de domaines, je dirais presque à tous les domaines artistiques sauf la musique. Je crois que ce n'était pas un musicien, de même que ce n'était pas un mathématicien, il n'aimait guère les chiffres, mais c'était un artiste complet. Bon, en dehors du théâtre, qu'il a fait des collections, qu'il a fait des recherches historiques et généalogiques, etc. Il a fait également de la peinture, puisqu'il nous a laissé quelques tableaux. Mais surtout, il a eu une activité à la fois de peintre et de fantaisiste, en étant un des promoteurs du mouvement des incohérents, qui était assez connu vers les années 1885-1890. Autre domaine dans lequel Émile Coll a sévi, c'est le domaine de la chanson. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas la musique, donc il ne composait pas, mais il était tout à fait apte à écrire les paroles ou à illustrer les chansons. Nous avons retrouvé des livres qui ont été illustrés par lui, c'était des livres de chansons de l'époque, des chansonnettes. Et puis nous avons aussi des chansons de l'époque dont il a écrit les paroles, entre autres 2 jours à Paris. Encore une autre passion d'Émile Coll, c'était la bicyclette. Je crois qu'elle était d'ailleurs assez à la mode à cette époque-là. Émile Coll d'abord était un dessinateur sportif. Il a produit énormément de dessins et de caricatures dans les journaux sportifs entre 1895 et 1900. Il a réalisé un voyage lui-même en bicyclette de Paris à Toulouse en 4 jours, si je me souviens bien. Il en a laissé l'histoire
par écrit et dans le détail en racontant la vitesse moyenne qu'il avait faite, les repas dans les restaurants où il s'était arrêté, la qualité des hôtels où il couchait, le temps qu'il faisait, etc., etc. Un peu avant les dessins animés, on vous racontera, d'autres personnes plus compétentes que moi, vous raconteront qu'il a eu l'idée des dessins animés parce qu'il s'est aperçu que le cinéma était la décomposition de 24 images en une seconde, et il s'est dit que si on pouvait faire 24 gestes à une personne en une seconde et les projeter en même temps, ça donnerait une illusion du mouvement. Et alors, en utilisant ce phénomène, il s'est dit, mais pourquoi mettre faire des mouvements à des poupées si ces 24 images en une seconde, j'en faisais 24 photographies et que je pouvais présenter ces 24 photographies en même temps, on aurait du cinéma. Et il s'est mis à faire ce genre de petit calepin que voici et que je vous montre en premier plan. Voilà, on le regarde comme ça et on aperçoit un charmant bambin avec des boucles en train de baiser à droite et à gauche. Ce bambin, c'était moi. Et dedans, ma mère a inscrit René, 3 ans et demi. Il a donc fait cette chose-là entre 1909 et 1910. Mon grand-père était un des tout premiers à réaliser ce qu'on appelle en bon anglais des flipbooks et en français des folioscopes. Il nous en a laissé quelques-uns. En voici un qui s'appelle Câlinerie et qui retrace, qui montre un enfant dans les bras de sa mère. Il y a environ une cinquantaine de photos qui sont très proches l'une de l'autre. En fait, c'est une sorte de cinéma d'animation, c'est de la photo d'animation. Et donc, c'était à la fois du cinéma et de la photo. Rappelons que Camille Coll avait fait de la photo, lui, avant d'être dans le cinéma, et le cinéma d'animation. Il a filmé ici la première cigarette de son fils, mon père, André. C'est un souvenir assez amusant. Coll a été un grand caricaturiste dans les premières années de sa vie, puisqu'il était le disciple d'André Gide, et qu'André Gide est mort dans ses bras quasiment à Charenton et fou. Et c'était une fin que Coll avait toujours redoutée, ça l'avait frappé. Les derniers temps, la dernière année, quand on était à Saint-Mandé, alors il sortait toutes les après-midi. Et un soir, il est rentré triste, et puis je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Alors il a dit, oh mes pauvres enfants, quand je pense que je devrais être couché sur des sacs d'or. Il pensait aux Américains qui gagnaient tant d'argent avec les dessins animés, et que lui, on n'en parlait plus, et qu'il n'avait presque plus rien, enfin, pour vivre. Et il ne voulait plus du fait qu'il avait la folie des persécutions à ce moment-là. Et alors, il ne voulait plus que les gens d'en face le voient, parce que tous ces gens-là, il disait qu'ils lui envoyaient des gaz. Il arrivait avec, quelquefois, il ouvrait sa fenêtre, et puis il ouvrait son parapluie, vous savez, pour chasser les gaz que les voisins lui... Vous savez, ça devenait très difficile de vivre avec lui à cette époque-là, parce qu'il ne dormait plus la nuit, il se levait, il se promenait dans la maison, et puis il s'éclairait avec des bougies, c'est pour là où je voulais en venir, avec une bougie. Et alors, il ne voulait plus allumer l'électricité parce qu'il disait qu'on le voyait d'en face. Et alors, mon mari m'a expliqué, quand il est venu me réveiller, tout ce qui était sur sa table brûlait, ses papiers, tout, et puis lui essayait d'éteindre ça avec ses mains, et sa barbe a pris feu. En somme, c'était là qu'il était brûlé au cou, parce que quand je l'ai revu à la Pitié, il était tout badigeonné de mercurochrome. Vous savez, ça m'avait fait un drôle d'effet. Mais enfin, ses blessures étaient superficielles. Et alors là, mon mari a tout de suite éteint ça. Et il a appelé les pompiers, oui, je crois. Et puis qu'ils l'ont fait transporter à la Pitié. Et ça, c'est le premier hôpital où il a été hospitalisé quand cet accident lui est arrivé.
Alors là, bon, ma foi, il est resté quelques mois. Je ne pourrais pas vous dire combien de mois, je ne me souviens pas. Il est resté quelques mois à Villejuif après avoir été à la Pitié. Et c'est là qu'il est mort d'une congestion pulmonaire. Mais les derniers temps que j'allais le voir, il ne réagissait pas. C'était les infirmières qui le disaient, oh, mais on le soigne bien. On lui a même donné du champagne cet après-midi. Mais lui, je le questionnais, mais il ne parlait plus. Oui, ça a été une triste fin, vraiment. Mes chers Beaumiaux, je n'en peux plus. Aussi j'écris fin sur les murs de ma boutique. On ferme. Merci des innombrables chocolats et du reste. Je ne peux plus marcher, à plus forte raison déambuler par Mont et par Vaux. Je vous embrasse tous deux bien fort, ne sachant pas si je vous reverrai bientôt. Merci encore et adieu. Émile Coll, 80 ans et 3 jours.